il me fait plaisir de présenter Dr. Antonio Zadra, qui a obtenu son PhD en psychologie clinique à l'Université McGill. Il a été chercheur boursier junior 1, 2 et senior du FRQS. Il est professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal et chercheur régulier au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Ses travaux ont été présentés dans de nombreux médias, dont le Washington Post, le New York Times, Harper's Magazine, PBS Nova, le World Science Fair et The Nature of Things. Donc, on est très choyés de l'avoir. Il va nous présenter aujourd'hui sur la science des rêves. Merci beaucoup, Dr. Zadra. Parfait, mais merci beaucoup de l'invitation. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, le titre, la nouvelle science des rêves. Alors, je vais juste mentionner, j'ai deux champs de recherche dans lesquels je suis engagé. Un qui touche plus ce qu'on appelle les parasomnies, surtout reliés au sommeil-là. Je me spécialise tout particulièrement dans le somnambulisme. Je m'intéresse à la polysomnographie, au EEG, à la cognitivité fonctionnelle cérébrale, avec certains collègues, les aspects génétiques, développementaux reliés au somnambulisme. Et aussi comment on peut induire des épisodes en laboratoire, comment évaluer les parasomnies et l'efficacité des traitements. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre champ d'intérêt qui m'habite depuis très longtemps, qui est celui du domaine des rêves. Alors, je m'intéresse à différents types de rêves, dont les cauchemars, les rêves lucides, les rêves récurrents, les rêves de tous les jours, leur contenu, leur corrélat, et tout particulièrement comment le contenu des rêves quotidiens est relié au bien-être psychologique. Alors, les rêves, c'est un très grand champ. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la relation ou le manque de relation quelque part entre les rêves et le sommeil paradoxal. Je vais vous parler ensuite sur les cauchemars, leur prévalence et le fait qu'il existe d'excellents traitements pour les cauchemars. Très brièvement, un aperçu de la fonction des rêves et je vais vous présenter un peu d'informations sur les rêves lucides et des nouvelles avenues de recherche dans le domaine des rêves, tout particulièrement ce qu'on appelle le sleep engineering ou le dream engineering. Alors, une nouvelle ère de recherche sur les rêves a eu lieu en 1953, l'année où Eugene Aserinsky et son directeur de recherche, Nathaniel Kleitman, ont découvert le sommeil paradoxal en étudiant des jeunes enfants. En fin de compte, Aserinsky étudiait en fin de compte son propre enfant. Et c'est là qu'on a découvert des périodes de sommeil avec des mouvements oculaires rapides, avec un EEG qui ressemblait beaucoup à un EEG à l'éveil. En fin de compte, Kleitman pensait à l'époque que les enregistrements étaient de quelqu'un en éveil, mais non, les gens étaient endormis et il y avait ces mouvements oculaires sous les paupières fermées. Et de là, on a mis l'hypothèse que peut-être les mouvements oculaires étaient les gens qui examinaient le contenu onirique. Et de là qu'est venue l'hypothèse que le sommeil REM, ou le sommeil paradoxal, correspondait à des périodes de sommeil où les gens étaient en train de rêver. Alors, cette découverte que de savoir à quel moment au cours du sommeil a lieu les rêves a vraiment déclenché un grand intérêt dans la recherche sur les rêves dans le contexte du laboratoire. Alors, on voit ici, ça c'est un graphique tiré d'un chapitre et un article d'un de mes collègues, Torin Nielsen, département de psychiatrie à l'UDM. On voit cette grande montée de publications sur les rêves qui a suivi la découverte du sommeil paradoxal. Ensuite, dans les années 70, ça va s'estomper. En bleu, c'est plus les niveaux de publication en sommeil en général. Et pourquoi ça s'est estompé? Pour plusieurs raisons. De un, l'idée que sommeil paradoxal et rêve faisaient un était beaucoup trop simpliste comme prémisse. Les études psychophysiologiques, même s'ils étaient intéressantes, ont quand même n'ont pas été à la hauteur des attentes de ce qu'on pouvait découvrir sur le fonctionnement du cerveau humain, sur le sommeil, sur les rêves. On avait aussi beaucoup d'attentes qu'en étudiant le sommeil paradoxal et les rêves qui ont lieu en laboratoire, on pourrait mieux comprendre certaines psychopathologies, des troubles psychiatriques, surtout les psychoses et la schizophrénie. Et les résultats à cet égard-là ont été très décevants. Et finalement, les questions fondamentales, pourquoi on rêve? Est-ce que les rêves ont des fonctions? Quelle est la fonction du sommeil paradoxal? Toutes ces recherches-là n'ont pas vraiment permis de répondre à ces questions.
Un des problèmes est que quand on s'intéresse aux rêves, il faut savoir, on s'intéresse à quoi au juste? Et il y a différentes définitions des rêves. Alors, pour bien des gens, ça peut être les rêves les plus intenses, émotionnels et bizarres, ceux qu'on a habituellement en fin de nuit, en sommeil paradoxal. Mais les rêves peuvent inclure des activités cognitives, des processus mentaux, des expériences qu'on a au cours du sommeil beaucoup plus larges qui incluent des pensées, des images, des réflexions, des sensations, même des scènes isolées, ce on appelle en anglais sleep mentation ou bien des formes de mentalisation qui ont lieu au cours du sommeil. Alors, dépendamment de qu'est-ce qu'on étudie comme phénomène onirique, ça nécessite différentes approches et différents types d'analyses et ça mène aussi à différents types de conclusions. L'autre chose par rapport à l'équation rêve et sommeil paradoxal, c'est que on a des expériences oniriques à différents stades de sommeil. Alors, lors de l'endormissement, on peut avoir ce qu'on appelle des images hypnagogiques qui peuvent être aussi assez saillantes et vives. On peut avoir des mentalisations ou un contenu onirique même en sommeil lent profond, entre autres en lien avec certaines parasomnies chez les adultes. Nous avons des rêves en stade N2, le stade qui est le plus prévalent au cours d'une nuit. Et autre chose intéressante, les rapports de rêves issus en N2 en fin de nuit peuvent être identiques à ceux qu'on a en sommeil paradoxal, surtout en sommeil paradoxal en début de nuit. Et les périodes de sommeil paradoxal, de REM sleep, arrivent généralement à des cycles d'à peu près 90 minutes au cours de la nuit, deviennent de plus en plus longs. Et c'est là que certainement on va recueillir les rêves les plus intenses, les plus bizarres, les plus émotionnels. Mais ce n'est pas juste relié à ça. C'est certain que pour les gens qui s'intéressent à leurs rêves et qui vont noter leurs rêves à la maison, habituellement, ceux qui sont en train de noter, c'est des rêves issus de la dernière période de sommeil paradoxal au cours de la nuit. Mais ces types de rêves-là dont on se souvient en se réveillant le matin ne sont pas très représentatifs de tout le type d'activité onirique dont on fait l'expérience pendant la nuit. Il y a eu au fil des ans aussi beaucoup d'articles sur la neuroimagerie du sommeil paradoxal. Et alors, vous allez lire des articles encore aujourd'hui qui vont dire, en sommeil paradoxal, il y a une désactivation du cortex frontal, surtout le cortex préfrontal dorsolatéral, qui pourrait expliquer pourquoi pendant les rêves, on manque de jugement, on n'est pas capable de bien planifier, c'est-à-dire toutes les fonctions exécutives ne sont pas bien instaurées. De façon non surprenante, le cortex visuel primaire est désactivé. On a les yeux fermés, donc il n'y a pas de stimuli. Mais les aires secondaires, elles, sont actives et c'est là où le traitement visuel, de même des images générées à l'intérieur du cerveau, en sommeil paradoxal, on pense sont traitées et ensuite envoyées à d'autres régions. On a aussi de l'activation dans certaines régions du système limbique qui peuvent expliquer pourquoi on ressent des émotions à l'intérieur de nos rêves. Mais alors, ça fait une très, très belle histoire par rapport à voici ce qu'on connaît sur la neurobiologie du sommeil paradoxal et comment ça explique le contenu onirique. Mais le problème est qu'on a à peu près 10% des récits de rêve issus du sommeil non paradoxal qu'on ne peut pas distinguer du sommeil paradoxal. Et donc, les patrons que je viens de vous décrire, on les retrouve aucunement en sommeil non REM. Pourtant, l'expérience subjective peut être très similaire, voire identique à ce qu'on peut avoir du sommeil REM, surtout les récits de rêve de REM en début de nuit. Alors, ça pour dire que l'histoire n'est pas aussi simple que ça. Donc, on sait que le sommeil paradoxal et le rêve sont intimement reliés, mais sont aussi dissociables. Il y a même des études du neuropsychologue et neuropsychanalytique Mark Solms qui indique qu'on peut avoir des lésions chez des gens avec des troubles neuropsychologiques qui vont venir abolir le rêve ou tout au moins le rappel du rêve, mais qui n'affectent pas le sommeil paradoxal. Et aussi, en même temps, on peut avoir
des lésions dans le tronc cérébral qui vient abolir le sommeil paradoxal, mais où il y a quand même une expérience onirique. Donc, le rêve est dissociable du sommeil paradoxal et certains chercheurs vont argumenter que le sommeil REM n'est pas une condition physiologique qui est nécessaire ni suffisante pour générer les expériences oniriques. Donc, l'équation rêve égale sommeil paradoxal n'est pas du tout vraie ou elle est limitée si on veut, mais aussi au niveau conceptuel. Le sommeil paradoxal, c'est un stade de sommeil qui est défini d'un point de vue physiologique. Il y a une atonie musculaire, il y a un EEG avec des certaines caractéristiques, il y a les mouvements oculaires rapides. Tandis que les rêves, c'est une expérience subjective dont on fait l'expérience pendant qu'on est endormi. Alors, c'est quand même deux choses différentes à cet égard-là. Et donc, de s'intéresser au sommeil paradoxal est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse nécessairement aux rêves en même temps ou qu'un est équivalent à l'autre. Et je mentionne ça parce que quand il y a des études chez l'animal, entre autres chez les rats, où à l'état de veille, on les fait apprendre certaines tâches et on a des électrodes qui mesurent des patrons d'activation, par exemple, dans l'hippocampe. Et on voit qu'en sommeil paradoxal, les mêmes patrons vont être rejoués en sommeil paradoxal dans l'hippocampe. Là, les médias et même les chercheurs vont dire, vous voyez, les animaux sont en train de rêver à leur tâche, sont en train d'apprendre. Mais à ma connaissance, il n'y a aucun rat qui, au réveil, va mentionner « Ah oui, j'étais en train de rêver que j'apprenais telle tâche ». Encore là, le rêve est une expérience privée, subjective, avec une structure narrative, et ce n'est pas clair du tout que le fait qu'on ait du sommeil paradoxal est nécessairement accompagné par une expérience onirique. Mais ces extrapolations vont encore plus loin. Il y a quelques années, il y a une étude, encore là chez le rat, qui mentionnait que le fait de priver les animaux de sommeil paradoxal pouvait entraîner une hypothermie et qui a conclu que le rêve va contribuer à maintenir le cerveau au chaud. Encore là, on transpose facilement sommeil paradoxal et rêve comme les deux choses sont équivalentes, mais elles ne le sont pas. Ça, c'est peut-être le premier point que je voulais faire dans le cadre de cette présentation, c'est-à-dire que sommeil paradoxal et processus onirique sont intimement reliés, mais un n'est certainement pas équivalent à l'autre. Maintenant, quand on parle d'expériences oniriques, il y a certains types d'expériences qui peuvent être très désagréables. Et donc ici, on parle des cauchemars, des rêves dysphoriques ou ce qu'on peut appeler aussi des mauvais rêves, qui sont très fréquents chez les enfants. Il y a à peu près 2 à 4 % des adolescents et des jeunes adultes qui en font très souvent. Cliniquement, habituellement, très souvent est l'équivalent de 1 fois par semaine ou plus. Il y a à peu près 5 à 8 % des adultes qui vont dire qu'ils ont un problème avec des cauchemars. Dans les populations cliniques, dépendamment qui on étudie, quelle population, à quel âge, c'est de à peu près 7 à plus de la moitié des populations cliniques qui vont se plaindre ou rapporter des problèmes avec des cauchemars. Et les cauchemars sont très fréquents, presque tout le monde à l'âge adulte va en faire au moins 1 fois par année ou plus. Les cauchemars dits idiopathiques, pour lesquels on ne connaît pas de cause, sont alors très fréquents. Comme je l'ai mentionné, presque tout le monde va en faire au moins à l'occasion. Les cauchemars qu'on va appeler comme étant cliniquement significatifs, c'est-à-dire qu'en termes de fréquence, c'est 1 fois par semaine ou plus, ou bien qui viennent engendrer un degré de détresse à l'état de veille qui est très élevé. On parle ici d'à peu près 4 à 5 % de la population adulte. On sait que les cauchemars sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, une différence qui émerge vers l'âge de 15 à 16 ans. Et la présence de cauchemars est associée à d'autres conditions telles que l'insomnie, dépression, troubles d'ajustement psychosocial, anxiété et aussi les idées suicidaires. Cela dit, il faut noter qu'il y a quand même certaines personnes qui font l'expérience fréquente de cauchemars, mais qui ont un très bon fonctionnement quotidien, des niveaux de bien-être tout à fait normaux. Donc, cauchemar n'est pas nécessairement un indicateur qu'il y a un problème ou un dysfonctionnement au niveau du bien-être de la personne.
Je vais attirer votre attention particulièrement sur les liens entre les cauchemars et les pensées suicidaires, parce que ça, c'est un domaine dans les dernières années où il y a eu énormément d'études qui ont mis en évidence ces liens. C'est vrai dans les populations cliniques adultes et de plus en plus, on voit des études, dont une avec les gens du GRIP de l'Université de Montréal, à laquelle je collabore, avec Jean Séguin, aussi chez les adolescents. Et un autre fait à noter, chez les gens ayant déjà ayant déjà fait une tentative de suicide, les cauchemars est le problème de sommeil le plus fortement lié à un risque subséquent suicidaire. J'ai mentionné des études avec Jean Séguin et d'autres collègues au département de psychiatrie où on a des études longitudinales chez les populations adolescentes de 13 à 18 ans où on examine les trajectoires développementales entre le fait de faire des cauchemars et des problèmes d'adaptation psychosociale, incluant des symptômes de dépression, anxiété et aussi des idéations suicidaires. Et on voit ces patrons-là se développer à travers le temps. Et un des buts de ces recherches-là dans différents laboratoires, c'est d'essayer peut-être d'identifier certains types de rêves dysphoriques qui pourraient mieux prédire ou cibler des jeunes à risque d'idéation suicidaire. Maintenant, je viens de vous dire que les cauchemars sont très prévalents. Est-ce qu'on peut les traiter? Et la réponse est oui, mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients qu'il existe des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques très efficaces et relativement simples pour les cauchemars. Et donc, la majorité des gens qui souffrent de cauchemars ne pensent pas qu'ils peuvent être traités. C'est une minorité qui vont venir consulter pour un problème de cauchemar parce que justement, ils pensent qu'on ne peut rien y faire. Et la réalité clinique en est tout autre. Historiquement, les cauchemars ont été conçus non pas comme un problème ou un trouble du sommeil en soi, mais comme un symptôme de quelque chose. Et donc, il y avait l'idée que si on veut traiter les cauchemars, bien, il faut aller explorer, trouver ce qui ne va pas chez la personne. Donc, enclencher des processus de psychothérapie et quand on va avoir identifié le bobo ou régler ces conflits-là, les cauchemars vont disparaître. Il y a très peu, voire aucun appui empirique pour cette approche, ni pour son efficacité. Et même quand on arrive à découvrir certains conflits chez les personnes et qu'on arrive à les améliorer, souvent les cauchemars vont continuer dans le temps. Une autre approche, c'est de conceptualiser, comme c'est fait dans le DSM et dans plusieurs articles même théoriques dans le domaine, de conceptualiser les cauchemars comme un problème primaire, comme un trouble du sommeil en soi qui peut être traité directement. Et si c'est l'approche qu'on prend, il existe plusieurs techniques pour traiter les cauchemars, dont la RIM, la thérapie de révision et répétition par l'imagerie mentale, ou en anglais, Imagery Rehearsal Therapy, qui peut être faite individuellement, en groupe, par Internet. Il y a même une étude où les consignes ont été envoyées par la poste. Donc, c'est quelque chose de relativement simple, quelque chose qui prend très peu de sessions, mais qui peut être très efficace. Il y a différentes variantes de la RIM, mais généralement, il y a deux composantes. Il peut y avoir une composante éducative où on cherche à démystifier le pourquoi et comment des cauchemars, et aussi comme c'est un trouble qui peut être modifié et traité directement. Et la deuxième composante, la plus importante, c'est d'exposer des principes d'imagerie mentale et d'amener la personne à choisir un cauchemar quand ils en font un et de s'imaginer ou de rédiger un scénario modifié ou, si on parle de jeunes populations, ça peut être par le dessin, qui sera imaginé quelques minutes par jour quand ils sont à la maison. La clé ici, c'est vraiment d'amener les personnes à imaginer ou à rédiger un cauchemar altéré où on vient changer le contenu onirique. Et contrairement à ce qu'on peut lire des fois dans certains textes, c'est pas nécessaire de dire à la personne d'amener
une fin triomphante de tourner un cauchemar, un rêve agréable. L'important, c'est de laisser un choix libre à la personne pour changer le cauchemar de la manière qui leur semble le plus propice à eux. Et donc, certaines personnes vont changer juste le début, vont faire apparaître certains personnages, d'autres vont changer la fin, d'autres certains détails. Et je reviens au point, c'est quand même important de ne pas imposer ces types de changements ou ces choix-là chez la personne. Et les personnes, ensuite, sont amenées à visualiser cette version altérée de leur mauvais rêve dans un état de relaxation. La technique de la RIM a été évaluée cliniquement, incluant avec des groupes contrôle et autres dans différentes populations les 20 dernières années, incluant des gens de population générale, des victimes d'agressions sexuelles, des populations militaires, chez les vétérans, chez les patients avec ou sans un syndrome de stress post-traumatique et avec des populations atteintes de différents troubles mentaux. Tel que je l'ai mentionné, il y a au moins 2 études chez les enfants, 6 à 9 ans et 8 à 11 ans, qui démontrent aussi l'efficacité de la RIM, qui peut être adaptée par le dessin pour traiter les cauchemars. Alors, la RIM peut prendre une session, 2 sessions, 4, dépendamment de comment on l'instaure et si on adresse d'autres difficultés ou pas. Mais le taux de réponse à travers toutes ces études-là sont très élevés. Alors, de 70 à 90% des personnes qui vont être exposées à la RIM vont rapporter des bienfaits cliniques par rapport à la fréquence de leur cauchemar. Il existe présentement déjà 4 méta-analyses ou peut-être 5 maintenant, avec une plus dernière qui démontre l'efficacité de la RIM. Et c'est pas juste que ça vient diminuer la fréquence des cauchemars, mais aussi l'intensité des cauchemars, l'intensité affective, une amélioration conjointe sur la qualité du sommeil, des symptômes d'insomnie, pour les gens qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique, des symptômes diurnes reliés au trauma, et ainsi pour ceux qui en souffrent de symptômes reliés à la dépression ou à des troubles d'anxiété. Alors, c'est quand même beaucoup de bienfaits pour quelque chose qui est relativement simple, qui est facile à administrer. Il existe aussi un traitement pharmacologique si on n'a pas accès à quelqu'un qui est formé pour administrer la RIM. Et ici, quand on parle de cauchemars non pas idiopathiques, mais reliés à des traumatismes, il y a la prazosin qui est assez efficace. Le dosage peut varier de 1 à 6 mg au coucher. Des fois, c'est encore plus élevé dans certaines populations. Le mécanisme d'action n'est pas très bien connu, mais on pense que ça vient normaliser des niveaux anormaux de norépinéphrine pendant le sommeil, particulièrement pendant le sommeil paradoxal, et que ceci vient interférer ou mitiger la création de souvenirs épisodiques qui vont reproduire des événements du traumatisme en sommeil paradoxal dans ces cauchemars-là. Cela étant dit, c'est quand même une approche de première ligne qui est souvent recommandée quand on cherche un traitement pharmacologique pour les cauchemars. Cela dit, la RIM que je vous ai présentée tout à l'heure fonctionne aussi bien avec des gens qui ont des cauchemars idiopathiques que ceux qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique. Donc, ce n'est pas juste que ces techniques-là peuvent améliorer les cauchemars, mais aussi des symptômes d'insomnie. Les gens qui souffrent de cauchemars ont une plus grande latence de sommeil, plus d'éveil nocturne, de micro-éveil, vont rapporter de la fatigue au lever. Et les traitements de cauchemars peuvent améliorer tout ce portrait clinique relié au sommeil. Et étant donné que le sommeil, on sait, joue un rôle important dans la régulation des émotions, le traitement du souvenir, l'apprentissage, le fait de pouvoir cibler quelque chose aussi rapidement et avoir des effets cliniques positifs aussi rapidement est, à mon avis et à l'avis de beaucoup de gens dans le domaine, quelque chose qui mérite notre attention et d'essayer d'instaurer pour ensuite faciliter peut-être la prise en charge de d'autres troubles beaucoup plus complexes et qui requièrent beaucoup plus de temps au niveau clinique pour voir des améliorations. Maintenant, une autre question
souvent relié, que les gens m'ont demandé par rapport aux rêves, c'est est-ce que les rêves ont une fonction? Alors, très brièvement, on peut regrouper les théories de la façon suivante. La fonction des rêves et celle du sommeil paradoxal sont les mêmes. On a juste à étudier à quoi sert le sommeil paradoxal et les rêves, on peut inférer, ont la même fonction. Les rêves ont comme fonction de nous aider à résoudre des problèmes. Peut-être ils ont une fonction évolutive. Les rêves jouent un rôle spécifique dans la régulation des émotions des personnes. Et pour certaines personnes, les rêves n'ont aucune fonction biologique ou adaptative. Alors, quand je vous dis que les rêves ont la même fonction que le sommeil paradoxal, je vous ai déjà mentionné que rêve et sommeil paradoxal ne sont pas équivalents. Et donc, les deux sont dissociables et on peut très bien mettre de l'avant les fonctions neurobiologiques du sommeil paradoxal. Mais quand on veut expliquer quelle est la fonction des rêves, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la fonction d'être immersé à toutes les nuits dans un monde hallucinatoire, virtuel, où on est en interaction avec d'autres personnes, où on vit des expériences, où on ressent des émotions. C'est ça qu'on veut expliquer. Est-ce que cette expérience subjective-là a une fonction au-delà de ce qui se passe au niveau neurobiologique? La résolution de problèmes, c'est certain qu'il y a beaucoup d'exemples classiques de grandes découvertes scientifiques ou de créations artistiques issues des rêves, mais ce sont vraiment quand même des exceptions. C'est quelque chose qui arrive relativement très rarement. Et si on pense au fait que tout le monde, même si on parle juste sur le paradoxal, on fait 3 à 6 rêves euh, par nuit, tout au cours de notre vie, il y a très peu de personnes d'entre nous qu'on peut dire, ah, j'ai découvert telle chose ou j'ai résolu tel problème à cause de ce rêve que j'ai fait. Donc, c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver, mais qui sont rares. Et aussi, même ces découvertes ou ces créations, souvent, vont émerger, non pas pendant le rêve, mais à l'éveil, quand la personne est en train de réfléchir au contenu onirique et qui met ça en lien avec des défis ou des problèmes de leur vie diurne et où une solution arrive, par exemple avec la découverte dans le monde scientifique de la structure du benzène, par exemple, ou l'organisation du tableau périodique des éléments et d'autres exemples célèbres. Alors, la résolution de problèmes peut certainement arriver, mais c'est excessivement rare et pour bien des gens vont passer toute leur vie sans avoir une telle découverte ou tel insight. Alors, c'est très peu probable que ce soit la fonction des processus oniriques. Il y a aussi des fonctions évolutives qui ont été mises de l'avant. Une des mieux connues est une qui a été mise de l'avant par Antti Revonsuo, qui est un chercheur finlandais. Le Threat Simulation Theory of Dreams, ou la théorie de simulation de menaces, où il dit que dans le milieu ancestral, où les gens étaient toujours entourés de différents types de menaces, les rêves donnaient comme avantage évolutif un monde virtuel dans lequel le monde onirique vient simuler des situations dangereuses et de façon la plus importante, de pratiquer des comportements d'évitement ou des façons de survivre à ces menaces. Et le fait d'avoir pratiqué ces comportements d'évitement nous donne un avantage au niveau évolutif, surtout dans le milieu ancestral. Et dans cette perspective-là, les cauchemars peuvent être quelque chose d'adaptatif parce que le cauchemar nous fait vivre des menaces et nous fait réagir de façon, selon le modèle, adaptatif par rapport au contenu onirique. Mais le support empirique pour ce modèle-là est assez mixte. Par exemple, si on examine les rêves récurrents, il y a juste à peu près 15% de ces récits de rêves-là qui contiennent des menaces réalistes. Même quand on a des menaces réalistes, c'est très rare que les récits de rêves vont inclure des réponses comportementales qui sont efficaces ou réalistes. Alors, la personne va peut-être s'envoler, chose qu'on ne peut pas faire à l'état de veille. Elles vont faire apparaître quelqu'un.
Et alors, les réponses qu'on peut, des fois, qu'on voit dans les récits de rêve par rapport à des menaces, comment les gens vont réagir, ne sont pas du tout adaptatives. Et il y a beaucoup de rêves qui contiennent des menaces de toutes sortes. On est poursuivi, quelqu'un nous veut du mal, il y a des catastrophes naturelles, mais qu'on ne retrouve aucune réponse comportementale efficace ou réaliste par rapport à ces perceptions de menaces. Et c'est vraiment la pratique de ces réponses comportementales qui est la clé de ce modèle-là. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le sport est relativement mixte par rapport à ça. On entend beaucoup parler de l'idée que les rêves jouent un rôle important dans la régulation émotionnelle dans l'individu. Et c'est certain qu'il y a beaucoup d'études qui nous indiquent que le sommeil, et tout particulièrement le sommeil paradoxal, joue un rôle important à cet égard-là. Mais ce n'est pas clair que les rêves, l'expérience subjective jouent un rôle. Et la majorité de ces études-là ont très peu de données sur le contenu onirique qui pourrait accompagner ces processus-là. Cela dit, ça n'empêche pas beaucoup de modèles, incluant des modèles cliniques, qui suggèrent que les rêves pourraient jouer un rôle dans la régulation d'émotions négatives. Et souvent, quand on parle de régulation émotive, on pense que le rêve a pour fonction d'atténuer les émotions négatives fortes et que cela peut aider l'adaptation psychologique à l'état de veille. Dans ce contexte-là, les cauchemars qui vont souvent causer un éveil chez la personne parce que l'intensité des émotions sont trop grandes pour être vécues à l'intérieur du contexte onirique, peuvent représenter une dysfonction du réseau de régulation de l'affect, mais les mauvais rêves qui ne vont pas nécessairement causer un éveil seraient peut-être un succès. Cela dit aussi, il y a d'autres choses qui sont un peu nébuleuses. Quand on regarde l'intensité des émotions vécues dans les rêves à travers toutes les périodes de sommeil paradoxal même, les émotions ont une intensité relativement faible, souvent sur une échelle de 1 à 5, quelque part entre 1,5 et 2 sur 5, donc sont dans le moyen à très faible. Et si on élargit à des souvenirs oniriques issus de d'autres stades de sommeil, des fois, il n'y a pas d'émotion, c'est juste des sentiments, un mood ou juste des pensées, des images isolées, des choses de ce type-là. Alors, encore là, la manière dans laquelle le rêve lui-même pourrait nous aider à réguler les émotions n'est pas claire. Finalement, il y a plusieurs cliniciens, des philosophes et même des chercheurs dans le domaine qui considèrent que les rêves n'ont pas de fonction biologique ou adaptative. Cela dit, ils ne disent pas que les rêves nécessairement ne sont pas utiles. Comme Bill Domhoff, qui est un chercheur très bien connu dans le domaine onirique, a consacré sa carrière à démontrer comment les rêves de tous les jours sont reliés à différentes sphères de la vie de la personne, ou leur niveau de bien-être, au niveau de leurs préoccupations, qu'est-ce qui les concerne dans la vie de tous les jours, comment ces préoccupations-là sont incarnées dans le rêve, va dire le rêve lui-même n'a pas de fonction biologique. Cela dit, on peut quand même en retirer de l'information psychologique fort intéressante. Mais que le rêve en soi serait peut-être un épiphénomène sans fonction biologique. Et finalement, je vais vous présenter très brièvement un autre modèle qui s'appelle NextUp pour Network Exploration to Understand Possibilities. Et je suis biaisé, je vous le présente parce que c'est un modèle qu'au cours des dernières années, j'ai développé avec un de mes collègues, Robert Stiggold, de l'Université de Harvard, et qu'on a présenté dans ce livre When Brain Stream, que vous voyez ici, et dans un article qui va paraître bientôt dans Behavioral and Brain Sciences. Alors, c'est un modèle qui se veut plus un modèle intégrateur parce qu'on pense qu'il y a peut-être dans les modèles que je vous ai présentés des petits bouts de chacun qui ont du sens, mais qui essaient aussi de prendre en compte ce qu'on connaît de la neurobiologie du sommeil, des nouvelles découvertes sur le contenu onirique, qui essaient aussi de regarder les différences de contenu onirique à travers les différents stades de sommeil, et qui aussi intègre la fonction des rêves dans les fonctions qui sont bien établies par rapport au rôle que joue le sommeil dans la consolidation et l'évolution
des mémoires acquises au cours de l'état de veille. Et grosso modo, on pense que le rêve a comme fonction, entre autres, de prendre des événements de notre vie quotidienne, surtout ceux qui sont les plus saillants ou émotionnellement importants, nos préoccupations, et d'aller explorer en quoi ces expériences-là se rattachent à des expériences similaires antérieures, mais en explorant des associations très faibles, des types d'explorations qu'on ne ferait pas d'emblée à l'état de veille. Donc, ce sont des explorations qui souvent sont créatives, qui sont novatrices et qui permettent au cerveau d'extraire des nouvelles connaissances, des nouveaux liens. Alors, c'est d'essayer de voir comment ce qu'on a vécu aujourd'hui se rattache au niveau de mémoire épisodique, au niveau somatique, au niveau de nos connaissances du monde, nos relations interpersonnelles, à toutes nos connaissances autobiographiques de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Alors, c'est pas juste que le rêve aide à consolider nos mémoires. De consolider la mémoire, c'est plus, ça revient un peu à mémoriser quelque chose, mais plus une forme de pensée divergente qui vise à savoir non pas de mémoriser un fait, mais de comment utiliser ce fait-là, dans quelle façon et à quel moment ces informations-là, leur utilisation est-il utile? Et donc, ça cherche d'expliquer vraiment pourquoi l'expérience onirique qu'on fait à tous les soirs a un rôle, pourquoi le cerveau doit rêver pour exécuter cette fonction-là. Et il y a un contexte plus large, on pense que de pouvoir imaginer des possibilités, de planifier certaines choses est, on sait à l'état de veille, quelque chose qui est critique pour l'adaptation, pour prédire le futur et pour l'adaptation qu'on a à notre environnement. Et on pense qu'il y a quelque chose de très similaire qui a lieu au cours du sommeil. Et les rêves, c'est en fin de compte une interaction dynamique en constante évolution entre la création que le cerveau fait de nous-mêmes, qui nous place dans un monde virtuel, et le rêve lui-même qui représente notre conception des autres et du monde. Et le cerveau peut ainsi nous mettre dans des situations et ensuite observer la manière que nous, on réagit au monde onirique et comment le monde onirique, incluant les humeurs des autres, les comportements des autres, réagissent à nos comportements, à nos discours et à nos pensées, et que cela aide à nous préparer à ce qui nous attend dans l'avenir. En passant, on sait, je n'ai pas trop le temps d'expliquer ici, mais qu'en sommeil REM, il y a une activation du cortex moteur et on pense que les rêves en sommeil paradoxal, cette activation-là et l'inhibition qui en suit aussi des stimuli moteurs jouent un rôle important dans cette fonction-là. On sait aussi qu'il y a une diminution de la sérotonine qui est complètement bloquée même en sommeil paradoxal, mais qui diminue en sommeil non-REM, qui a comme effet qu'on va prendre notre état, nos expériences oniriques comme étant importantes, significatives et utiles, qui explique peut-être aussi pourquoi historiquement les gens ont toujours eu tendance à donner une importance aux rêves, à vouloir les interpréter, les partager. On sait aussi que la noradrénaline aussi est diminuée ou bloquée, qui doit faciliter l'exploration d'associations faibles et qui diminue aussi notre capacité attentionnelle dans le rêve. Et donc, le rêve est beaucoup plus libre à explorer des choses, non pas de façon linéaire, mais de façon très divergente. Il y a aussi beaucoup de différences entre les contenus oniriques dans différents stades de sommeil, en N1, en N2, en sommeil paradoxal. Mais brièvement, on pense que tous ces rêves-là ont des fonctions interreliées. Alors, les images hypnagogiques, dont souvent on ne va pas se souvenir parce qu'on va s'endormir, a une fonction d'étiqueter quelles sont les préoccupations qu'on a à l'état de veille, à quoi j'étais en train de penser juste avant de m'endormir. En N2, le cerveau va aller essayer de voir quels sont des souvenirs épisodiques récents qui se rattachent à ces pensées-là. Et en sommeil paradoxal, la fonction est exécutée dans un mode
beaucoup plus complète parce que là, on peut se permettre de prendre toutes ces informations-là et de voir dans des réseaux de notre conception du monde, notre compréhension des réseaux sémantiques, quels liens on peut faire, explorer pour voir où ces expériences-là s'intègrent le mieux dans notre conception de nous-mêmes et du monde et de nos expériences antérieures. Alors, c'est un modèle qu'on trouve qui a certainement plein de failles, comme tous les modèles, mais qui est multidisciplinaire parce qu'il intègre des données neurobiologiques par rapport à des découvertes de sommeil, contenu onirique. Il y a plusieurs prédictions qui sont en ligne avec notre compréhension des rêves de tous les jours, aussi certaines formes de rêves comme les rêves lucides, les cauchemars. Ça explique pourquoi les rêves peuvent parfois donner des insights, des processus de créativité et peut aussi être extensionné pour expliquer peut-être le pourquoi et comment s'il y a des rêves dans d'autres mammifères. Alors, je vais prendre peut-être les 5 dernières minutes juste pour vous présenter quelques données sur des nouveaux développements dans le domaine de l'étude onirique. Et je vais commencer très brièvement par un phénomène qu'on appelle les rêves lucides, qui sont les rêves pendant lesquels on est conscient qu'on est en train de rêver pendant qu'on rêve même. Et la chose qui est fascinante des rêves lucides, c'est que quelqu'un qui peut être en sommeil paradoxal où il y a une inhibition musculaire peut quand même, si cette personne-là, au cours du sommeil, bouge les yeux avec un signal prédéterminé, par exemple extrême gauche, droite, ces mouvements-là vont être captés par un EOG, un électrooculogramme, qui vient mesurer le mouvement oculaire sous les paupières fermées en laboratoire. Et ça donne lieu, sur un tracé polysomnographe, à des mouvements de ce type-là. Alors, les rêveurs lucides, en quelque façon, peuvent communiquer avec des expérimentateurs en labo le moment où ils deviennent lucides et aussi quand ils vont effectuer certaines tâches. Alors ici, une des premières études, c'était de demander à des rêveurs lucides de compter jusqu'à 10 à l'état de veille, d'estimer 10 secondes à l'état de veille, mais ensuite de faire ça en sommeil paradoxal. Donc, ils font un signal quand ils deviennent conscients qu'ils sont en train de rêver. Ensuite, pendant le rêve, vont compter jusqu'à 10, font un deuxième signal et ensuite vont estimer 10 secondes avant de faire un troisième signal. Alors, dans ce type d'expérience-là, ensuite, les chercheurs peuvent aller voir bien combien de temps ça a pris entre signal 1 et 2, ou bien, dans le cadre d'autres études, quels sont les corrélats neurophysiologiques de telle ou telle activité qui a été faite entre signal 1 et signal 2 dans le labo. Alors, un exemple ici, chez des narcoleptiques, une recherche faite par l'équipe d'Oudiette à Paris, où les gens vont faire un signal oculaire, on va leur demander de retenir leur respiration et ce qu'on voit, c'est que la personne va bel et bien arrêter de respirer entre le signal 1 et 2. Alors, il y a une correspondance entre l'activité qui est exécutée pendant le rêve et qu'est-ce qu'on observe dans le corps du rêveur. Une autre chose qui a été faite, c'est de demander aux gens, dans leur rêve, de fermer leurs mains, de faire un point. On sait très bien quelles régions du cortex moteur sont activées quand on le fait à l'état de veille, mais on voit aussi qu'il y a un parallèle quand c'est effectué en sommeil paradoxal pendant un rêve lucide. Donc, le cerveau rêveur en sommeil paradoxal répond à une activité rêvée, motrice, d'une façon très similaire à quoi on pourrait s'attendre à l'état de veille. Il y a, depuis le temps d'Aristote, en fin de compte, des débats à savoir est-ce que le rêve est surtout un processus d'imagination ou un processus de perception. Et si à l'état de veille, vous mettez votre main devant vous et vous regardez le haut de votre pouce et que vous faites un cercle et que vous suivez le haut de votre pouce, bien, et qu'on mesure le mouvement de vos yeux,
on voit très bien comment vos yeux sont capables de suivre le mouvement circulaire à l'état de veille. Si on vous demande de faire la même chose pendant que vous êtes éveillé, mais juste d'imaginer, on voit que vos mouvements oculaires sont beaucoup moins naturels et on ne voit pas ce qu'en anglais, ce qu'on appelle de smooth eye tracking pursuit. Mais si on le fait en rêve lucide, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on observe à l'état de veille. Alors, dans cette étude-là, de Stéphane Laberge et d'autres, qui était publiée il y a quelques années dans Nature Communications, qui dit qu'au moins au niveau visuel, ça semble que les rêves, d'autant plus les rêves lucides en son paradoxal, sont beaucoup plus près d'une perception qu'un processus imaginaire. Alors, ça, c'est toutes des études qui nous démontrent que les rêveurs lucides peuvent communiquer avec les expérimentateurs, mais maintenant, il y a maintenant 6 laboratoires à travers le monde et un article qui est sorti l'année dernière dans Current Biology qui nous indique que des communications réciproques sont possibles. Donc, on peut soit présenter des tonalités, des lumières en haut des paupières qui sont fermées ou des stimuli tactiles qui vont être incorporés par les rêveurs lucides dans leur récit narratif et que c'est une façon de communiquer avec eux et qu'eux, à leur tour, peuvent communiquer avec nous. Alors ici, on voit juste un signal, un premier signal, je suis lucide, un deuxième signal, hey, je sais que je suis lucide et je suis dans votre labo. La personne leur dit verbalement 8 moins 6 et ici, la personne va faire 2 mouvements oculaires pour dire que la réponse est 2. La personne va répéter 8 moins 6 et la personne répond encore avec 2. Alors, c'est des études très simples, mais c'est un proof of concept, une preuve que cette idée qu'il pourrait y avoir une interaction bidirectionnelle avec des rêveurs online pendant qu'ils sont en sommeil paradoxal est possible. Ça, je vais passer ça parce que faute de temps, mais c'est l'idée que on n'est pas en contrôle de nos rêves, mais c'est bel et bien notre cerveau qui l'est. Et un des exemples, très brièvement, c'est que même en rêve lucide, si vous faites apparaître un personnage et que vous leur demandez une question, qui es-tu? Que fais-tu dans mon rêve? Quelle est la chose la plus importante que je devrais connaître de cette expérience onirique? Même les rêveurs lucides n'ont aucune idée comment ce personnage-là va répondre. Mais votre cerveau le sait, parce que c'est le cerveau qui crée le personnage. Alors, même dans les rêves lucides, on est nous, le rêveur, pas en contrôle complet de l'expérience onirique, mais quelque chose de beaucoup plus large, notre cerveau qui est vraiment derrière toute l'expérience et qui a des informations auxquelles nous, en tant que rêveurs, on n'a pas accès. Et finalement, je vais vous mentionner qu'il y a maintenant, parti de l'Université de MIT, tout un mouvement de Sleep and Dream Engineering qui vise à utiliser des nouvelles technologies pour manipuler ou influencer le contenu onirique à différentes fins, soit pour la recherche fondamentale, des applications thérapeutiques et des applications récréatives. Un exemple, c'est un outil qui s'appelle Dormio, qui vise à faciliter la créativité qu'on a à l'endormissement en facilitant certains types d'images hypnagogiques. Je vais sauter les exemples, mais c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir comment des processus créatifs peuvent se développer au cours de l'endormissement. Alors, c'est toute une série d'études en cours, mais qui ouvrent une nouvelle voie de recherche aussi sur le rêve. Alors, il y a plusieurs défis qui nous attendent. On ne sait toujours pas vraiment quelle est la fonction des rêves au-delà des fonctions du sommeil, des stades du sommeil. On commence à peine à connaître comment le cerveau choisit des souvenirs particuliers pour construire un rêve donné. Qu'est-ce qui guide nos comportements, nos sentiments et aussi ces aspects-là d'autres personnages avec lesquels on interagit dans nos rêves et comment la structure narrative de nos récits oniriques est tissée dans un tout quand même, une expérience souvent très convaincante et où et comment nos émotions sont introduites et pourquoi
dans ces récits. Alors, je vais m'arrêter là pour au moins donner un peu de temps si vous avez des questions. Juste en passant en conclusion, vraiment, une chose importante, je crois, c'est que le rêve est quelque chose vraiment de fantastique et votre cerveau, quand il est en train de rêver, va créer une représentation de vous-même et un monde qui vient représenter votre compréhension du monde qui vous entoure. Ça vous permet de faire une expérience très riche et immersive, multisensorielle, dans laquelle vous interagissez avec votre conception du monde. Et on pense que tout ça a vraiment une fonction évolutive, adaptative, qui a lieu pendant qu'on est en train de rêver, indépendamment qu'on se souvienne ou pas de nos rêves. Et donc, c'est dans ce monde fantastique et le monde onirique que votre cerveau vous apprend implicitement à mieux vous connaître, à mieux comprendre le monde dans lequel on agit, on interagit, et pour se préparer aussi à un avenir qui, à bien des égards, peut être incertain. Alors, je remercie, il y a plein de collègues qui participent à toutes ces études dont je vous ai présenté, et il y a quelques minutes qui restent si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dr. Zadra. Ça donne envie de lire votre livre pour en apprendre encore plus et de regarder la conférence de nouveau. Je vais la lire. Ne pensez-vous pas que la dynamique des rêves peut se rapprocher du jeu, play, des enfants, c'est-à-dire de l'importance de jouer avec la réalité pour permettre des libertés? Absolument. Je crois que c'est une autre conception, une autre métaphore qu'on peut en faire. Cela dit, le jeu chez les enfants peut prendre différentes formes. Il y a des enfants, dépendamment le milieu dans lequel ils vont évoluer, qui n'ont pas vraiment l'occasion de s'apprêter à différents types de jeux. Mais généralement, oui, le jeu souvent a une composante imaginaire qui est importante et qui joue aussi, je crois, un rôle important dans le développement chez les enfants et la manière qu'ils vont s'adapter non seulement à eux-mêmes, à leur développement, à mieux se connaître, mais dans l'environnement qui vont évoluer. Et il y a aussi des modèles par rapport à la fonction des rêves qui se rattachent au jeu ou bien aux pièces de théâtre aussi, qui est aussi une forme de mise en scène, si on veut. Alors, toutes ces analogies-là ou ces façons de conceptualiser le rêve ont déjà été, en effet, mis de l'avant. Mais je pense que ça capture juste vraiment seulement une petite tranche de l'hétérogénéité de l'expérience onirique. Mais la réponse serait oui. Merci. Je vais lire maintenant la question. Est-ce que le rêve pourrait avoir un effet de distance dissociatif, tout comme la kétamine et la méditation permettent aux patients avec rumination de prendre de la distance et d'explorer les liens faiblement associés au niveau neuronal, Hebb's Theory? J'en doute. Je veux dire, je pense qu'il y a une distance dans la mesure où le souvenir onirique est très éphémère. Je veux dire, on ne se souvient pas de la majorité de nos expériences oniriques. Et je pense qu'il y a une raison pour ça, mais que je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi les rêves ont été... l'évolution fait en sorte qu'on ne doit pas ou on n'est pas en mesure de se souvenir de nos rêves. Cela dit, pendant qu'on est immersé dans le rêve, on ne vit pas ces distances-là. On est vraiment immersé. On croit que l'expérience onirique, elle est vraie. Et c'est juste au moment de l'éveil qu'on réalise que l'expérience dans laquelle on était immersé n'était qu'un rêve. Alors, je pense que cette idée de distance-là ne correspond pas très bien à la nature de l'expérience subjective qu'on a quand on est immersé dans le monde onirique, surtout pas en sommeil paradoxal. La distance vient plus du fait que les traces mnésiques des expériences, elles, sont pas gardées à long terme. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, mais je vais en profiter quelques minutes. C'était très intéressant ce que vous disiez sur le RIM. Alors, tout à fait. Ça a amplement été étudié chez des gens avec différents types de syndrome de stress post-traumatique. Donc, entre autres, chez des femmes qui ont été victimes de viol, chez les militaires, chez des vétérans qui sont aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique, incluant des vétérans très âgés, c'est-à-dire ceux qui ont fait
même la guerre du Vietnam. Plus récemment, ceux qui sont revenus de l'Afghanistan. Alors oui, il y a plusieurs études faites avec différentes populations aux prises avec différents événements traumatisants de différentes durées. Merci. Il nous reste 1 minute, mais je sais que ça doit être la réponse doit être longue, là, mais ça m'a intrigué quand vous disiez qu'il y a des bonnes raisons qu'on ne se souvient pas de nos rêves. Je ne sais pas si vous avez une réponse abrégée. Bien, écoutez, je pense que, premièrement, si les animaux rêvent, d'autres mammifères ont des expériences oniriques qui ressemblent à leur expérience consciente à l'état de veille, il y a aucun, les parents ours, les parents ratons laveurs n'ont pas, je crois, l'occasion d'expliquer à leur enfant que, oh non, non, ça c'est un rêve, c'est pas la réalité. Et donc, si vous êtes un lion, vous venez de tuer un zèbre dans votre rêve et vous vous réveillez, vous avez faim, ça porte à confusion. Donc, je pense que c'est utile de ne pas s'en souvenir. Mais si les traces mnésiques étaient consolidées comme nos expériences à l'état de veille, il y a des conditions comme, par exemple, la narcolepsie, où les gens vont confondre leurs rêves avec leurs expériences diurnes, et c'est très difficile pour eux, parce qu'il y en a qui pensent qu'une personne est décédée parce qu'ils ont rêvé, mais vont penser que ça s'est vraiment passé. Il y a une étude fascinante qui a bien documenté plein de cas de cette façon-là. Alors, je crois que si on devait se souvenir de tous nos rêves, alors on parle de 1 heure et demie, 2 heures ou plus de matériel onirique à toutes les nuits, on serait submergé, ce serait vraiment malsain et d'essayer de faire du sens. Alors, je pense qu'il y a vraiment une raison pour laquelle le cerveau est fait de telle sorte que c'est très difficile de s'en souvenir et que c'est beaucoup plus adaptatif de cette façon-là. Et d'autant plus que la fonction biologique ou adaptative des rêves, elle est probablement exécutée pendant qu'on vit le rêve. Ces connexions-là sont faites, elles sont renforcées ou pas, et que le rappel de l'expérience, elle, est très secondaire. Merci beaucoup, Dr. Zadra. Ça fait beaucoup de sens. Donc, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'entendre parler les chercheurs pour nous partager au fond toute cette somme de connaissances. Donc, merci en notre nom à tous. De rien, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Bonne journée, bon sommeil, bon rêve.